Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont on ne parle jamais vraiment, c'est la recherche française. La recherche française se croit autonome, mais elle ne l'est pas vraiment. Elle dépend d'un seul acteur, c'est l'État. Au point que quand on est chercheur, la manière dont on pense, dont on écrit et dont on construit un sujet est façonnée par ce cadre. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment je l'ai découvert moi-même pendant ma thèse, pourquoi ce système rend les chercheurs fragiles, précaires, et surtout comment on peut retrouver une véritable autonomie intellectuelle selon moi, sans s'opposer à l'État, mais sans en dépendre entièrement. D'abord, quand j'ai commencé ma thèse à l'université de Lille, je n'avais pas encore compris à quel point la recherche repose sur un modèle implicite, à savoir que l'État n'est pas seulement un financeur, il est l'horizon de la recherche, il est la structure dans laquelle elle se pense, elle se légitime et elle se reproduit. Et je ne parle pas ici d'un désaccord idéologique, je parle vraiment d'un fonctionnement dont j'ai fait l'expérience moi-même en tant que chercheuse, c'est-à-dire que à chaque étape, j'étais à l'intérieur d'un système dont je ne percevais pas encore les frontières au départ. Très vite, j'ai découvert que mon projet de thèse devait s'inscrire dans un laboratoire public, dans un programme en fait, un programme préexistant. Donc autrement dit, avant même d'écrire la première ligne d'un projet de thèse, vous êtes déjà intégré dans un circuit institutionnel où les programmes de recherche, les axes scientifiques et les modalités de financement sont définis par la puissance publique. Ça, c'est un fait structurel. Dans mon domaine, moi j'étais en histoire de l'art, je suis historienne de l'art de formation, moi j'ai découvert encore autre chose, c'est que l'insertion professionnelle, elle repose en fait quasi intégralement sur le secteur public. Ça peut paraître bête, mais en fait j'en avais pas conscience moi jusqu'au doctorat. J'avais toujours pensé le métier d'historien de l'art comme consistant à faire des découvertes sur des artistes, sur des œuvres, et à partager ces découvertes dans des conférences, des cours, partout dans le monde. Or non, en France, l'historien de l'art est un fonctionnaire. La carrière typique mène à l'université ou aux musées nationaux, et c'est pas une insulte, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le choix, si vous voulez. On devient fonctionnaire ou vacataire en attente d'un poste. Et ça crée une dépendance. C'est une dépendance économique qui crée une dépendance intellectuelle, parce que notre survie professionnelle dépend du cadre défini par l'État. Moi, je sentais ça au départ, sans vraiment réussir à le nommer. Et puis, il y a eu une seconde onde de choc qui est arrivée, c'est la manière dont mes résultats étaient reçus en France. Ma thèse à moi, pour vous donner quelques éléments de contexte, très brièvement, elle portait sur les artistes britanniques à Paris dans l'entre-deux-guerres. C'est une période qu'on présente souvent comme l'âge d'or de Paris en fait. C'est l'époque où on appelait Paris la capitale mondiale des arts. Et mon travail montrait une image un petit peu plus nuancée, on va dire, où Paris était un centre parmi d'autres, un centre important oui, mais parmi d'autres, et où la scène britannique restait puissante, elle restait autonome et elle était très influente à l'époque. Donc scientifiquement, ça posait pas de problème particulier, mais c'est vrai qu'au niveau institutionnel, ça froissait quand même un récit bien établi en France, et j'ai senti à plusieurs occasions, notamment quand je prenais la parole dans des colloques, qu'il valait mieux adoucir certaines conclusions pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec l'environnement académique français ou même l'environnement des musées en fait. J'en ai jamais vraiment parlé publiquement parce que ça touche à une dimension très sensible qui est l'autonomie du chercheur lui-même. Mais c'est vrai que quand je suis allée présenter mes travaux à l'étranger, notamment dans le monde britannique et américain, là j'ai vraiment réalisé à quel point ce modèle national français, que je pensais normal jusque-là, ne l'était pas. À l'étranger, mes résultats étaient très très bien reçus sans que je doive composer avec un récit national préexistant. Là-bas, je pouvais être une chercheuse sans être l'héritière d'un cadre idéologique particulier. Et ça m'a quand même frappée. Ça m'a vraiment, ça a été déclencheur en fait. À partir de la deuxième, troisième année de thèse, là, j'ai vraiment commencé à beaucoup communiquer à l'étranger et j'ai senti une énorme différence. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie d'une intervention que j'avais faite en colloque à Paris, dans une institution très prestigieuse en histoire de l'art, et où à la fin, la seule chose qu'on m'a fait comme retour sur mon intervention, c'était « Ah, ce serait super que tu crées quelque chose autour des femmes, les femmes artistes anglaises à Paris », alors que franchement, ça avait aucun sens, en fait. J'étais vraiment désarçonnée par cette remarque, et à chaque fois, en France, on me parlait de ce genre de choses. En soi, j'ai rien contre, mais ça n'avait pas de sens, en fait, dans le cadre de mon sujet, et c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais renvoyé à l'étranger. Donc, ce décalage-là, il m'a montré quand même que mon expérience personnelle, elle n'était pas anecdotique. En fait, elle révélait quelque chose du lien très particulier entre l'État et la recherche en France.
C'est très singulier en France. Et c'est là que j'ai compris que le problème n'était pas seulement individuel, c'est même pas non plus que dans ma discipline, c'est vraiment un problème systémique. Aujourd'hui, je dirige une agence de conseil qui est destinée aux chercheurs et ce que j'observe, c'est que les chercheurs français ne sont pas du tout formés à penser leur activité autrement que dans ce lien à l'État. Ça c'est très clair, je pense que même le grand public le voit, le sent. Les chercheurs n'ont pas appris à créer de la valeur en dehors du cadre académique, ils n'ont pas les outils pour naviguer dans d'autres mondes professionnels et c'est cette absence d'alternative, à mon sens, qui nourrit leur angoisse, qui nourrit la précarité et paradoxalement la revendication d'un État encore plus présent. Ça peut sembler paradoxal, hein, mais c'est là, à mon avis, que commence la question de l'autonomie. Non pas une autonomie contre l'État, mais une autonomie de pensée, de posture et une autonomie de création de valeur que le cadre actuel rend vraiment très très difficile. Alors pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, je pense qu'il faut partir du constat que la recherche française se pense comme autonome, mais elle fonctionne comme une administration en fait. Et c'est ça l'un des plus grands malentendus de notre paysage universitaire. Parce qu'en fait le statut juridique des universités, leur mode de financement, la structuration des labos et même jusqu'à la carrière des chercheurs, tout renvoie à une logique administrative centralisée. Depuis la loi LRU en 2007, et puis après il y a eu l'accès élargi aux responsabilités et compétences élargies, les universités sont décrites comme étant autonomes. Mais cette autonomie, elle est juridique, elle ne dit rien de l'autonomie financière ou scientifique. Les rapports de la Cour des comptes le rappellent, ça très souvent. L'essentiel des ressources des universités reste public, il reste fléché, contraint, et il dépend d'arbitrages ministériels annuels qu'il est difficile d'anticiper. Et ça s'observe dès l'entrée en thèse. Comme je disais, un doctorant, il est forcément rattaché à un laboratoire public, même quand il est financé dans le cadre d'une CIFRE, par exemple avec une entreprise. Alors évidemment, ce modèle, il n'est pas entièrement absurde. Ce modèle, il garantit une cohérence nationale, il protège certaines disciplines et il stabilise des carrières, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il a aussi créé une dépendance qui dépasse le financier. C'est une dépendance qui est devenue mentale. Et ça, on le voit quand on écoute les chercheurs. L'université française, elle est habituée à penser son existence dans un cadre tutélaire. C'est l'État qui fixe les règles, c'est l'État qui fixe les normes, les priorités, les autorisations d'ouverture de postes, les évaluations, les financements, tout en fait. Et cette habituation collective, elle a produit un effet collatéral, c'est qu'en fait le rôle d'un chercheur libre est devenu quasiment impensable. C'est très clair dans les revendications actuelles. On voit les chercheurs qui demandent plus de financement public, plus de postes, plus de moyens. Et ça, c'est compréhensible quand on voit le niveau de précarité. Mais jamais on ne discute le coût intellectuel de cette dépendance. Jamais on ne se demande ce qu'il en coûte pour la recherche d'être adossé si complètement à l'État. Et on a des symptômes qui sont visibles, c'est pas une opinion. On a une innovation en France qui est très lente dans la plupart des secteurs. On a une difficulté à attirer des financements diversifiés. On a une perte de crédibilité auprès du grand public, qui associe clairement les SHS à un prolongement des politiques publiques. On a une incapacité chronique à valoriser l'expertise en dehors du monde académique, et puis on a une précarité qui n'est certainement pas un accident, mais un effet qui est dérivé d'un système où l'autonomie économique n'a jamais été pensée. Jamais. C'est ça le cœur du problème. C'est que la recherche française ne sait pas se penser comme une activité créatrice de valeur par elle-même. Elle pense la valeur dans le cadre de l'État et pas à partir de l'expertise des chercheurs. Et ça, c'est une conséquence directe de la formation des chercheurs, des statuts et de l'histoire institutionnelle du pays. Quand les chercheurs disent on manque de moyens, c'est vrai. Mais derrière ça, ce qu'ils disent, c'est notre seul modèle de financement, c'est un modèle public. Il n'y a pas d'alternative pensée, il n'y a pas d'alternative enseignée, légitimée. Et c'est pour ça que l'ouverture vers le privé produit aussi peu d'autonomie réelle en fait. Il y a des partenariats avec des entreprises, avec des collectivités, des fondations, etc. Mais ces ouvertures, elles restent verrouillées dans le cadre public pour des raisons administratives, fiscales, réglementaires, culturelles même. Donc, l'université reste dépendante même quand elle dit qu'elle s'ouvre. En fait. Et moi, ce que j'observe au quotidien, c'est qu'on a des chercheurs qui sont brillants, qui sont capables d'analyser des phénomènes complexes, mais qui sont complètement démunis dès qu'il s'agit d'expliquer leur travail à une collectivité, à une association, à un média ou à une entreprise. C'est pas qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils n'ont jamais appris à créer un pont entre leur expertise et les besoins du monde social. Et pour moi, c'est là que l'autonomie devient un enjeu politique. Une université et des chercheurs dépendants ne produisent pas seulement une recherche dépendante, ils produisent une société qui ne sait même plus ce que la recherche peut lui apporter. Pour repenser l'autonomie de l'université, je dirais qu'il faut déjà sortir de l'opposition stérile entre l'État et le marché, ce qui est très très prégnant dans cet univers. C'est le public contre le privé, le service public contre l'entreprise.
Bon, c'est des oppositions qui sont pratiques, mais je trouve que c'est très fatigant. Ça masque la question de fond qui est comment un chercheur crée-t-il de la valeur et pour qui? Parce qu'une université qui est vraiment autonome, c'est pas une université qui est coupée de l'État. C'est une université qui est capable d'exister dans plusieurs directions à la fois, c'est-à-dire vers l'État, bien sûr, mais aussi vers la société civile, aussi vers les entreprises, aussi vers les collectivités, les organisations internationales et le grand public, tout le grand public. Autrement dit, c'est une université qui rayonne au lieu de se replier sur elle-même. L'État peut continuer à financer la recherche et je pense qu'il doit le faire, mais il ne peut pas être son seul interlocuteur. Quand c'est le cas, la recherche devient fragile, elle est dépendante, elle est prévisible. D'ailleurs, on peut prévoir aussi la réaction des chercheurs si jamais le RN passe en 2027. Donc c'est contradictoire. D'un côté, on veut plus d'État, mais en même temps, on veut surtout pas être exposé à un État qui changerait de couleur politique. Donc je pense qu'il faut savoir à un moment donné. Et au-delà de ça, moi ce que je vois en fait chez les chercheurs que j'accompagne, c'est que cette dépendance à l'État, elle produit principalement de la peur. Il y a de la peur de manquer, il y a de la peur de sortir du cadre, d'être audacieux, de la peur d'être invisible ou perdu dans un autre univers professionnel. Tellement l'université, elle est repliée sur elle-même. Et comme Victor le dit souvent, c'est vrai que les chercheurs sont formés à l'abri du marché. Et ils évoluent à l'abri du marché. C'est exactement ça. Pour moi, il y a une voie de sortie, et c'est celle que je crée avec mon agence, c'est de revaloriser l'expertise scientifique comme un bien social et pas comme une rente administrative. À force d'évoluer dans un seul cadre, les chercheurs ont perdu la capacité de penser leur travail comme un bien social qui s'adresse à plusieurs publics et pas seulement à l'institution publique qui les forme. C'est particulièrement visible chez nous, en tout cas en sciences humaines et sociales. Ce sont des disciplines qui sont capables d'interpréter des récits, qui sont capables de comprendre des dynamiques sociales complexes, qui sont capables de repérer des signaux faibles. Ce sont des compétences qui sont rarissimes et très recherchées. Mais comme elles sont presque jamais mobilisées en dehors de l'université, ces compétences, elles restent invisibles. C'est pas que la société n'en veut pas, contrairement à ce que pensent les chercheurs. C'est qu'elle ne sait pas comment y accéder, parce que déjà on ne trouve pas les chercheurs facilement, et qu'en face, c'est vrai que les chercheurs ne savent pas comment se rendre lisibles. Ils font pas forcément l'effort de le faire. Ce qui fait qu'on a tendance un peu à se moquer d'eux, en fait. Et pour moi, cette dépendance au cadre universitaire, elle crée un cercle fermé parce qu'on attend des financements publics, des postes publics, des évaluations publiques. Parfois, on apprend à écrire pour les comités, pour les appels d'offres, etc., mais jamais pour des collectivités, pour des entreprises, pour des ONG, pour des musées, pour des structures culturelles qui auraient des besoins précis. Et pourtant, dès que les chercheurs font ce pas, quelque chose d'immédiat se produit. Moi, je le vois avec ceux que j'accompagne. Leur expertise intéresse énormément d'acteurs. On le voit très bien quand on observe d'autres pays aussi. Chaque modèle a ses limites, évidemment. Mais je pense que les systèmes scandinaves, britanniques, américains montrent au moins une chose, c'est que les chercheurs peuvent circuler plus librement entre les univers. Ça, c'est très clair. Ils savent travailler avec des institutions publiques, mais aussi avec des fondations, avec des entreprises, avec des organisations culturelles, et tout ça sans perdre leur identité scientifique. Alors qu'en France, ça, c'est considéré comme suspect. Bien sûr qu'on ne veut pas privatiser l'université, bien sûr qu'on ne veut pas marchander le savoir, mais on a un besoin d'une compétence de circulation. On a un besoin de former des chercheurs à s'insérer partout, et c'est ce que moi je leur apprends à faire, entre autres. Quand les chercheurs apprennent ça, ils revitalisent l'université et ils retrouvent leur pouvoir, leur souveraineté. Ils rendent à l'université son sens premier, qui est d'éclairer la société et pas seulement de répondre aux attentes de son administration. Voilà, l'autonomie de l'université, je pense qu'elle ne viendra pas d'une réforme supplémentaire, elle ne viendra pas d'un changement de gouvernement évidemment, elle ne viendra pas non plus d'un grand bouleversement institutionnel. Elle commencera à mon avis le jour où les chercheurs eux-mêmes retrouveront le droit de circuler, la liberté de penser, de proposer, de créer, sans attendre que tout vienne de l'État. Là, oui, l'université pourra respirer à nouveau et les chercheurs aussi. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra parler d'autonomie, à mon avis. Je vous remercie pour votre écoute et encore merci à Victor pour ce colloque. Ciao!